Nous allons parler d'une disparition qui nous touche particulièrement au Figaro, celle de Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson qui fut directeur du journal et dont il était resté l'ami. On s'intéressera aussi à ces médiocres résultats des écoliers français en lecture, des élèves qui sont parmi les plus mauvais dans les pays européens testés. Alors à qui la faute? Aux méthodes de lecture, aux maîtres d'école, chacun a son avis sur le sujet. Nous débattrons également d'une autre question sensible, les crèches de Noël. Laurent Wauquiez expose des santons à Lyon au Conseil régional. Est-ce un pied de nez au Conseil d'État qui interdit les crèches dans les lieux publics? On verra tout cela. Et enfin, je vous propose de nous intéresser à ce qu'a fait le cimentier Lafarge. En Syrie, le groupe a financé le terrorisme, soupçonne les juges. Comment un tel scandale a-t-il pu durer 2 ans? On peut s'interroger. Et surtout, n'hésitez pas, vous, internautes, à vous prononcer sur ces thèmes. Les questions vous sont posées via Twitter, #FigaroLive, #point de vue. Alors, vous n'avez plus qu'à cliquer. Des présentations brèves avant d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour Jean-Marc Four. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de France Inter. Vous nous direz aussi vos souvenirs de Jean d'Ormesson lors d'interviews à France Inter. Bonjour Frédéric Sinclair. Bonjour. Vous êtes analyste politique. Vous avez été conseiller en communication conseiller de Dominique de Villepin à Matignon. Et vous avez, je crois, une anecdote à nous raconter aussi sur Jean d'Ormesson. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un très attendu bloc-notes hebdomadaire dans le Figaro et vous êtes éditorialiste, essayiste et vous aviez accompagné l'académicien au château de Combourg. Enfin, bonjour Pâques Landret, rédacteur en chef du service Économie France du Figaro. Et vous nous raconterez peut-être la venue de Jean d'Ormesson lorsqu'il était venu il y a un peu plus d'1 an à la conférence de rédaction du journal. Alors, je vous rappelle que vous pouvez participer à cette émission via Twitter. Juste avant de vous donner la parole à tous les 4, je vous propose de regarder un extrait des rencontres du Figaro où était invité Jean d'Ormesson. C'était le 7 mai dernier, salle Gaveau. Ce n'est pas forcément une parole très profonde, très académique, mais elle montre bien ce Jean d'Ormesson qui se moquait de lui-même, de ses talents de séducteur et qui évoquait sans s'appesantir le temps qui passe. Ce que j'ai entendu le plus dans ma vie, c'est des jeunes filles ravissantes qui arrivaient et qui disaient « Ma mère vous admire tellement ». Et ensuite, il y a 30 ans, ça a changé, ça a été « Ma grand-mère vous admire tellement ». Et je vous assure que je racontais cette histoire chez Gallimard. J'étais en train de signer des livres chez Gallimard et je raconte cette histoire. Et la porte s'ouvre et entre une ravissante jeune stagiaire de 18 ans. Je crois que je me rappelle comment elle s'appelait. C'est peut-être indiscret. Je crois qu'elle s'appelait un très joli nom, Ségolène ou Ségolène de Belsize. Et rougissant jusqu'au front, elle me dit « Monsieur, je crois que vous êtes un ami de mon arrière-grand-mère. » C'est tout l'humour et l'autodérision en même temps de Jean d'Ormesson. Yvan Rioufol, vous aviez effectivement reçu, lors d'un prix littéraire remis au château de Combourg, Jean d'Ormesson. Racontez-nous un tout petit peu ce que vous retenez. Je n'étais pas du tout intime de Jean d'Ormesson, mais effectivement, en 2001, je l'avais accompagné parce que j'étais jury d'un prix littéraire. On devait lui remettre le prix Combourg au château de Combourg, là où a vécu Chateaubriand enfant. Et lui est un biographe de Chateaubriand. Il est naturellement... sa vie a été projetée un petit peu sur celle de Chateaubriand. Et on s'était aperçu, je m'étais aperçu avec stupéfaction, qu'il n'avait jamais mis les pieds à Combourg de sa vie, alors que c'est en Ille-et-Vilaine, c'est pas très loin, et qu'il découvrait là les endroits qui font les premières pages des Mémoires d'Outre-Tombe. Et donc il avait demandé à voir naturellement la chambre de Chateaubriand, qui est au haut d'un donjon. Et surtout, il avait demandé à ce qu'on lui désigne quel était le coin de la fenêtre dans lequel Chateaubriand, qui a 11 ans, décrit sa première histoire érotique, si je puis dire, après avoir effleuré le sein d'une jeune femme par inadvertance. Et donc, on lui a montré la maître des Séans, qui est une descendante de Chateaubriand, lui avait montré la fenêtre, où en effet, parce que rien n'a bougé, enfin quasiment pas, sauf un petit aménagement intérieur. Et il avait pu voir également les quelques manuscrits de Chateaubriand, parce que Chateaubriand brûlait ses manuscrits, ils sont très rares, et il y en a encore un peu qui sont là, et c'est la comtesse de la Tour du Pin qui met ça bien en sécurité dans ce château-là. Voilà.
Jean-Marc, vous l'avez reçu à France Inter à plusieurs reprises À France Inter, de nombreuses reprises. En ce qui me concerne, 2 fois, interviewé 2 fois. Mais bon, voilà, comme j'allais dire, comme les modestes scribouillards et journalistes que nous sommes, on interviewe plein de gens, vous voyez, bon, les interviews se succèdent, certaines plus intéressantes que d'autres. Et avec Jean d'Ormesson, il y avait 2 choses qui frappaient, enfin qui moi m'avaient frappé. Premièrement, c'est le regard. C'est-à-dire que vous l'interviewez, il vous regardait comme ça, droit dans les yeux, il captait votre regard et puis il ne bougeait plus, et vraiment il vous parlait à vous. Et c'est ça la deuxième chose qui m'avait frappé, c'est qu'il faisait partie de cette poignée de personnes avec lesquels l'interview n'était pas quelque chose de standardisé. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des gens, des professionnels dans le spectacle, etc. Ils enchaînent les interviews comme d'autres passent leurs articles à la caisse du supermarché, quoi. Les interviews sont toutes les mêmes, etc. Et bien, avec lui, non. Par exemple, vous aviez quelqu'un, j'ai un souvenir du même genre, c'est Mastroianni. Par exemple, Mastroianni, c'était pareil. En fait, vous alliez avoir quelque chose, il le donnait qu'à vous. Puis après, il allait voir quelqu'un d'autre, il allait le donner qu'à l'autre aussi, parce qu'en fait, il s'intéressait aussi à vous. Donc, en fait, c'était un échange avec vous. Ce n'était pas juste une interview de plus, c'était un échange avec la personne qui l'interviewait. C'est ça qui, moi, m'avait tout à fait saisi. Un moment assez unique. La grand-mère, il ne vous l'avait pas faite. Il ne l'a jamais faite. Frédéric Sinclair, un petit mot de votre expérience de Jean d'Ormesson. Oui, pour mettre en contexte Jean d'Ormesson, donc moi je suis un garçon, un enfant de la province. J'ai grandi dans les montagnes de l'arrière-pays niçois. Et donc Jean d'Ormesson, c'est pour moi l'archétype de l'intellectuel parisien que je découvre finalement assez tard par l'intermédiaire de Raymond Aron. Donc on est vraiment dans le Figaro, le pilier intellectuel du Figaro, Raymond Aron, dont je lis les mémoires autour de mes 20 ans, et j'ai une image, honnêtement, il faut quand même le dire, de Jean d'Ormesson dépeint par Raymond Aron qui n'est pas exceptionnelle. Au même moment, je lis cette biographie sentimentale qu'il écrit de Chateaubriand, qui fait que je tombe amoureux de Madame de Récamier, et que je vois ce Chateaubriand flamboyant comme Robert de Montesquieu, vous voyez, peint par Boldini, là, exceptionnel. Donc, quelque part, l'image de Jean d'Ormesson devient plus substantielle, plus lustrée, plus belle. Je commence à découvrir l'aristocrate. Je me dis, bon, ce monsieur-là, quand même, c'est une figure, un monument en France. Et puis, par hasard, alors qu'il faisait un soleil magnifique, un beau jour de mois de mai, je me trouvais sur la place Saint-Sulpice à Paris. J'avais finalement déménagé, quitté mes montagnes. Et qui je vois ? Ce beau Jean d'Ormesson avec ses magnifiques yeux bleus. Et donc je me dis, c'est l'occasion. Je cours vers lui pour le rencontrer, pour le saluer. Et je n'ai pas eu le temps d'aligner 2 phrases. Il s'est carapaté, il m'a glissé dans les doigts. Plus personne, rien. Donc Jean d'Ormesson reste pour moi l'homme mystérieux. Alors Marc Landré, on avait eu l'occasion, je pense que vous avez partagé cette même expérience. Enfin, Jean d'Ormesson était venu à la conférence de rédaction du Figaro, c'était en juin 2016 de mémoire. Et ce qui était très frappant, c'est qu'il était, enfin moi le souvenir que j'en ai, c'est qu'il était à la fois évidemment plutôt à l'aise, mais en même temps presque timide et soucieux de bien faire, parce qu'il avait pendant quelques instants mené la conférence de rédaction. Quel souvenir vous en avez-vous ? C'était un grand moment. On a des grands hommes comme ça, on n'a pas l'occasion de rencontrer tous les jours. Et effectivement, il y avait le côté symbolique de l'homme qui revenait là où il avait dirigé il y a plus de 40 ans le Figaro pour mener une conférence de rédaction à une époque et selon des méthodes qui avaient radicalement changé. Je pense que le Figaro n'est plus ce qu'il était dans les années 70. Sur la ligne notamment, et sur le fond, enfin sur la méthode, sur la forme, il n'a plus rien à voir. Et on avait vu ce décalage effectivement chez Jean d'Ormesson, qui était resté avec ses vieux réflexes, et on commençait par le web, par la vidéo, par le premium. Il était paumé. Et d'ailleurs, je trouve que on s'est rendu compte qu'il y a eu des moments d'absence pendant cette conférence de rédaction. Il y avait de la vivacité d'esprit. À certains moments, effectivement, on retrouvait le tigre qu'il a été ou qu'il était encore. Voilà. Et d'autres moments, on sentait qu'il y avait un petit moment de... Mais toujours cette volonté, effectivement, d'être le plus à l'aise possible avec les gens qui l'entouraient et de les mettre à l'aise eux-mêmes. Oui, et puis une simplicité déroutante. Et un homme qui
qui était là et qui était heureux d'être là. Oui, il était là parce qu'il y avait un documentaire produit, tourné par Laurent Delahousse, qui était dans les couloirs pour Un jour, un destin de mémoire. Non, il doit faire un film qui va sortir en salle normalement d'ailleurs. Mais il était très simple et très heureux d'être là, et avec une émotion qui était palpable et qui se ressentait, et finalement qui était aussi communicative et qui était ressentie par l'ensemble des gens autour de la table. Il y avait un moment un peu suspendu comme ça. Je vous rappelle que vous pouvez participer à cette émission via Twitter, hashtag Figaro Live, hashtag Point de Vue. Dites-nous ce que vous évoque Jean d'Ormesson. Apparemment, on vous proposait soit ses livres, ses chroniques ou ses passages à la télévision. Ce sont ces passages à la télévision qui retiennent le plus votre attention. Alors évidemment, il y a eu beaucoup de réactions politiques et autres. Finalement, Yvan, il avait bien des facettes, Jean d'Ormesson, mais c'était, on le dit, un homme de droite, mais le meilleur ami de la gauche. C'était l'écrivain, l'académicien. Qu'est-ce que vous, là-dessus, vous retenez du côté Moi, ce que je du retiens personnage le plus, et d'ailleurs ce qui est très émouvant dans cet émoi collectif que procure sa disparition, c'est qu'il est le symbole de cette France que l'on dit avoir disparu, de cette France post-littéraire, post-culturelle. Non, on se rend compte que la France est un vieux pays littéraire. Vous savez, il y avait 1 million de personnes et plus à l'enterrement de Victor Hugo en 1885. Et donc, la France continue. Alors naturellement, ce n'est pas du tout, je ne mets pas du tout en parallèle les deux personnages. Victor Hugo, naturellement, est bien supérieur à lui littérairement, mais on retrouve quand même dans cet émoi-là quelque chose qui est très profond dans l'âme française et qui rend hommage, dans le fond, d'ailleurs le président de la République l'a très bien dit, à l'esprit français. Et l'esprit français se caractérise très bien par ses caractéristiques à lui, c'est-à-dire cette gaieté, cette désinvolture apparente, ces mots d'esprit, cette impertinence, mais en même temps cette grande vivacité, cette grande lucidité, mais surtout cette grande liberté de parole que l'on a plutôt tendance à oublier aujourd'hui. Et je pense que les Français se reconnaissent là-dedans, et ce n'est pas tellement de la nostalgie, c'est aussi, me semble-t-il, mais là je vais peut-être un peu plus loin dans le raisonnement, c'est peut-être aussi une manière de vouloir protéger précisément ce qui a fait la France depuis l'Ancien Régime, parce que lui c'est quand même un petit peu un témoignage de ce qu'était la France d'Ancien Régime. Une émotion des Français, vous pensez, Jean-Marc Four ? Oui, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a quelque chose de très français. Et les Français voient en lui quelque chose dont ils aimeraient penser que c'est la France. Y compris dans l'aspect, vous disiez, désinvolture apparente. Je pense que l'adjectif est aussi important que le mot. C'est-à-dire qu'il y avait certainement chez Jean d'Ormesson, moi je n'avais pas de connaissance intime de Jean d'Ormesson, mais quelque chose de l'ordre de la façade aussi. C'est cette désinvolture, cette gaieté, enfin comme souvent d'ailleurs chez les épicuriens, pour faire bref. En réalité, derrière, il y a beaucoup de profondeur. Et là, ce qui est très, très intéressant, c'est de voir aussi des réactions de personnes qui n'étaient pas de son camp politique, pour faire simple. Par exemple, regardez ce qu'en dit quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui dit, je crois, nous n'étions pas d'accord, mais c'était toujours un plaisir. Et ça, alors déjà, entendre Jean-Luc Mélenchon dire du bien de quelqu'un, déjà, c'est quand même pas banal. Il avait l'art de la conversation. Mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on voit bien que même chez les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui, au moins, il y avait ce plaisir d'échanger, de discuter, de la dialectique, etc. Et ça, c'est très français. Ce côté homme de droite qui était effectivement plutôt apprécié par la gauche, qui avait été le dernier jour de Mitterrand à l'Élysée, le voir le matin même. Disons que la connexion intellectuelle avec François Mitterrand est évidente au niveau littéraire. Il y a une passion réciproque pour les lettres. Ensuite, il y a chez Jean d'Ormesson, je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, ce caractère aristocratique dans le meilleur sens du terme. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une lignée, effectivement, il y a, mais c'est une aristocratie de la pensée, une élégance. Je pense qui rappelle la France. Le bel esprit était incarné par Jean d'Ormesson. Il y a eu pour moi, je le vois comme un trait d'union entre Mauriac et Aron, qui étaient deux immenses figures, l'une littéraire et l'autre intellectuelle, de cette deuxième partie du XXe siècle. Et Jean d'Ormesson est celui qui, mondain, est capable de tenir la main à l'un et à l'autre. Un dernier mot peut-être, Marc Landré, puis ensuite on va écouter Alexis Brézé. Vous aviez quelque chose à ajouter tout à l'heure. Oui, peut-être que ça vous a échappé depuis. C'est une bêtise, comme d'habitude. Ce que disait mon ami Jean-Marc, c'est que, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, mais c'était ces deux intellectuels qui aimaient discuter ensemble. Il dit beaucoup de mal des gens qui sont vivants, mais il dit peu de mal des gens qui sont morts. Donc, il aurait été particulièrement malvenu dans le concert de louanges actuel que Jean-Luc Mélenchon. Ils étaient amis. L'insoumission s'arrête aux portes
de l'enfer. Et si Jean-Luc Mélenchon n'a pas beaucoup d'estime pour Nathalie Saint-Cric ou pour des gens du service public de l'audiovisuel, je veux dire, pour Jean Dormesson, il en avait effectivement parce que c'était deux intellectuels et deux grandes figures littéraires, pas littéraires, mais en tout cas deux personnes qui savent penser, qui aimaient discuter ensemble. Il estimait qu'il était du même niveau, peut-être. Peut-être. On va juste écouter Alexis Brézé, directeur des rédactions du Figaro, qui raconte un peu comment s'était passée la conférence de rédaction à laquelle avait assisté Jean Dormesson il y a un an et qu'on évoquait avec Marc Landré tout à l'heure. On l'écoute. Jean arrive dans cette immense salle qui est la newsroom, et là tout à coup il y a une nuée de jeunes gens, de jeunes filles, jeunes femmes qui arrivent et qui l'entourent, qui se mettent autour de lui. Tiens, on voit des images. Et il a passé la matinée à faire des selfies avec tous ces jeunes gens. Il était emballé. Avec Édouard de Maréchal. Il était très content et c'était très sympa cette espèce de passage de témoin, de transmission entre cette jeune génération et puis Jean Dormesson qui c'est quand même frappant, jusqu'à la fin de sa vie, peut-être de plus en plus il avançait dans sa vie, incarnait quelque chose pour la jeunesse. C'est très étonnant, parce qu'il avait cette jeunesse en lui, qui faisait que la jeunesse se reconnaissait en lui. Vous êtes nombreux à nous faire part aussi de vos commentaires. Evelyne salue un grand homme, Christian un esprit optimiste, lumineux, nous quitte, où l'épée de l'académicien servait la liberté. Une vie extraordinaire. Le droitiste, avec le départ, le droitiste c'est le nom de notre internaute, avec le départ de Jean Dormesson, c'est un peu de rareté qui s'en est allée. Et Josh Athanase, Dormesson ou Dormesson? C'est vrai que c'est une question, je crois que c'est Dormesson pour répondre à cette question, mais je ne sais pas si vous avez des... Non, je n'ai pas de Jean Dormesson. On va passer à notre deuxième thème. Il s'agit de la lecture et c'est une nouvelle qui n'aurait pas fait plaisir à Jean Dormesson. Les petits Français sont mauvais en lecture. Leurs notes à peine la moyenne et leurs résultats sont en baisse. Tel est le résultat donc d'une enquête internationale menée dans 50 pays auprès d'élèves de 9 à 10 ans, c'est-à-dire le niveau de CM1. Le ministre de l'Éducation a réagi à ces piètres performances. Il préconise une dictée quotidienne. Alors, internautes, prononcez-vous sur cette mesure via Twitter et on écoute Jean-Michel Blanquer. La France se situe à l'antépénultième place des 24 pays de l'Union européenne qui ont participé à l'enquête. C'est donc des résultats préoccupants. C'est donc très important d'avoir une grammaire et un vocabulaire développés. La grammaire, c'est la grammaire de phrase qui doit retrouver sa pratique régulière dans l'enseignement primaire. Le vocabulaire, c'est la richesse du vocabulaire. L'orthographe, c'est le résultat de cela avec la dictée quotidienne. Jean-Marc Four, une dictée quotidienne pour répondre à ce naufrage en lecture, on va dire, c'est peut-être un peu court? C'est sans doute pas suffisant, ça c'est certain. Et ce qui est certain aussi, c'est que la taille de la boule de neige dépend de la quantité de neige qu'il y avait dans la pente. Je m'explique. Oui, le niveau en CM1 dépend de ce que vous avez fait avant. Et c'est d'ailleurs un peu la position de Jean-Michel Blanquer, c'est de dire que là où l'effort doit être porté, c'est au niveau du CP et même probablement avant, c'est-à-dire en maternelle. Et d'ailleurs, c'est la deuxième étude, en fait, puisqu'il y a eu l'étude PISA il y a quelques temps, dont les conclusions étaient peu ou prou les mêmes. C'était pas spécifiquement sur la lecture, mais c'était plus général et ça a parvenu à peu près aux mêmes conclusions. Et ce que dit l'étude PISA, entre autres, c'est que ça se joue tôt. C'est-à-dire que c'est vraiment l'enseignement des tout petits que se noue, ce qui derrière va permettre que, in fine, en CM1, CM2, entrée collège, vous avez des gens pour lesquels c'est déjà trop tard. Donc il faut s'en préoccuper très tôt. Henri Foll, vous allez accuser qui? Les profs Accuser les profs, certainement pas les profs, mais accuser en tout cas l'éducation nationale, oui, parce que c'est quand même bien au système éducatif que d'apprendre à lire, à compter, à écrire. Or, on se rend compte, et c'est effarant d'ailleurs de voir à quel point cette décadence provoque ces genres de résultats. C'est naturellement, alors c'est facile à dire comme ça, mais il y a des responsabilités partagées, mais je pense quand même que le pédagogisme, c'est ce qu'on a appelé le pédagogisme, c'est-à-dire cette vision qui voulait mettre l'élève au centre de la structure, que l'élève allait lui-même faire naître son propre savoir et tout ça, c'était naturellement des bêtises. Il y a eu une grande indifférence portée à cela et il y a même eu des livres qui ont été écrits pour soutenir que le niveau montait. Le niveau monte, nous a-t-on dit à un moment donné. Donc cette école des idéologues s'effondre, mais ce constat est fait depuis très longtemps, cela fait des années. Simplement, on voit que cela continue à produire ces désastres et on peut se réjouir en effet que l'on ait aujourd'hui enfin un ministre de l'Éducation qui parle, qui se confronte à ces réalités-là et qui parle avec bon sens. Et le bon sens, en l'occurrence,
Je lui laisse les solutions parce qu'elles ne sont pas dans mes compétences, mais je pense qu'en effet, pour certaines classes des cités, enfin des cités difficiles, de diviser par 2, de faire des classes à 12 élèves dans les CP, etc., me paraît être une bonne chose. Mais je pense qu'il faut aussi, et de plus en plus, mobiliser les familles à la lecture, d'abord mobiliser les familles à la confiance qu'elles peuvent apporter à l'école, ce qui n'est pas toujours le cas dans les familles nouvelles, issues de l'immigration nouvelle, et puis surtout faire en sorte que la lecture redevienne quelque chose. On parlait de D'Ormesson et de cette France qui est une vieille nation littéraire. D'Ormesson, en effet, aurait été bouleversé d'apprendre qu'aujourd'hui les jeunes ne lisent plus, mais ça, ce n'est pas simplement la France qui est en cause, bien entendu, mais il faut aujourd'hui que la France puisse renouer avec ses racines, et ces racines, elles passent notamment par la redécouverte du livre, de la lecture, et ça peut être le rôle de l'école, me semble-t-il. On avait beaucoup glosé sur la princesse de Clèves et Nicolas Sarkozy. C'était une belle bêtise qu'il avait dit. Frédéric Sinclair. Un mot là-dessus. Mais disons que ça montre simplement la continuité dans la conception qu'on entretient du rôle de l'école d'une sorte de déculturation. Il y a un utilitarisme généralisé qui s'est développé durant tout le XXe siècle et qui a conduit les responsables politiques, et j'allais dire peut-être même les élites dans le sens le plus large du terme, à faire de l'école un objet utile. Aujourd'hui, l'école ne sert plus à émanciper l'individu et à lui fournir une culture, dans le sens le plus noble du terme, elle sert à avoir un job. Donc forcément, quand on fabrique de l'élève qui est destiné à avoir un job, on le met en connexion avec les différents aspects les plus utiles de la société. Eh bien si. Si. Avoir un job au CP, ils font quoi après? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on dit que puisque demain, il faudra absolument être connecté, eh bien, dès le CP, on va commencer à réfléchir aux manières de connecter l'enfant aux langues étrangères, aux cultures étrangères, à l'Internet. Et donc finalement, on s'éloigne de ce qui a constitué pendant des décennies le socle fondamental, c'est-à-dire je veux acquérir demain un savoir, il faut que je puisse aujourd'hui savoir lire correctement pour aller le chercher, une autonomie, parce que c'est ça finalement que montre aussi l'étude, c'est qu'il y a une incapacité à interpréter les données, donc la réflexion des enfants de France est vraiment en recul. À côté de ça, j'aurais tendance à dire, juste pour terminer, qu'il faut aussi qu'on prenne en compte la nature multiculturelle aujourd'hui de notre société, qui forcément, à mon avis, intervient d'une façon ou d'une autre. Quand les parents ne parlent pas la langue, c'est beaucoup plus difficile pour un enfant qui rentre au CP d'apprendre à lire en 5 ans que pour un enfant qui baigne au quotidien dans la langue française. Marc, c'est aussi binaire que ça? On fabrique le choix, c'est des citoyens cultivés ou des chômeurs? Non, pas forcément. C'est quand même un petit peu plus, comme dirait Jean-Jacques Goldman, gris clair, gris foncé, c'est pas binaire, hein, c'est pas blanc ou noir. Je suis fan de Goldman, c'est pour ça que je me permets de le citer. Non, mais je crois que c'est surtout chaque génération a tendance à dire de la prochaine qu'elle est inculte, ou en tout cas qu'elle n'a pas les mêmes bases, qu'elle n'a pas les mêmes compétences. Je pense que nos parents disaient ça de nous et nous on dit ça de nos enfants. Peut-être que ce qui est accentué aujourd'hui, parce qu'effectivement le niveau baisse de génération en génération, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai dans tous les pays. C'est vrai dans tous les pays, mais particulièrement en France, peut-être qu'on parle d'un niveau plus bas. Les jeux vidéo s'en sortent mieux, malgré tout, alors qu'ils ont parce que l'apprentissage est différent. Oui, voilà. Donc c'est l'apprentissage. Oui, moi j'ai des enfants, quand je les vois rédiger, effectivement, et je suis d'accord, c'est pas forcément la dictée quotidienne qui changera fondamentalement les choses. Je veux dire, quand on écrit en SMS, c'est compliqué de faire des dictées sans faute. Mais ce que disent ces études, aussi bien Peirce là qu'avant PISA, c'est, alors là je vais prendre un sociologue qui n'est pas du tout Le Figaro, on ne va pas être Raymond Aron, mais c'est presque, aurait pu dire, un Bourdieu. C'est-à-dire que la France est l'un des pays où le déterminisme social pèse le plus dans les résultats éducatifs. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se joue beaucoup, c'est pas seulement dans le moment où on est à l'école en cours, c'est ce qui se joue en dehors, dans le milieu familial, effectivement, dans le milieu social, et que là, il y a un poids, on va dire, allez, je fais court, hein, de la classe sociale, de l'environnement, qui est beaucoup plus fort en France que dans les autres pays. C'est ce que dit, c'est les conclusions notamment PISA, c'est ce qu'il disait. Hein. Donc oui, il y a forcément quelque chose qui se joue en dehors. Sur le terrain pour le constater. Oui, d'ailleurs, on le comprend assez bien. C'est vrai que quand vous avez aujourd'hui des cités qui se ghettoisent et qui se ramassent sur elles-mêmes, eh bien, vous avez les familles n'ont plus envie de s'identifier à une culture, et la culture passe naturellement par la lecture. Donc on ne peut pas juste isoler le sujet de l'apprentissage de la lecture. On ne peut pas le sortir du paysage global. Bien sûr que non, bien sûr.
Nous avons Chantal qui estime que la dictée quotidienne, c'est peut-être une bonne idée, mais elle dit « Je crains que beaucoup d'enfants ne soient plus au niveau pour en faire ». Et Rose-Marie qui dit que la dictée toujours, sans apprendre les règles de grammaire, de conjugaison et d'orthographe, c'est stérile. Il faut voir ce qu'on appelle dictée. Moi, ma fille est en CE1 aujourd'hui, donc je vois ce qu'on lui demande de faire comme dictée. On lui demande d'apprendre des mots par cœur. Mais après, c'est pas grave si elle fait des fautes sur autre chose. Simplement, il faut qu'elle ait bon sur les mots qu'elle a eu à apprendre. Alors, utile ou pas utile? Ça pousse pas à l'intelligence et à la réflexion. J'étais en train de me dire il ne faut pas faire ça, mais en même temps, vu la concurrence des deux sujets, qu'aurait pensé, qu'aurait pu dire Jean d'Ormesson. Et il y a quand même un paramètre chez Jean d'Ormesson qui est une sorte, on le disait tout à l'heure, de gai savoir, enfin quelque chose d'heureux, de gai. Voilà. Connaissant l'école britannique et l'école française, les deux, je peux comparer, je peux vous assurer que l'école française, elle n'est pas tellement dans le gai savoir. Il y a quelque chose toujours d'un petit peu contraint sur le mode ça au forceps. Oui, on est rarement dans la gaieté de l'apprentissage. C'est pas une notion qui a tellement cours. Et je pense que c'est une lacune. Alors, je ne sais pas si nos internautes sont dans le gai savoir ou pas. En tout cas, ils sont plus de 94% à répondre à la question du jour sur Internet et à dire qu'ils approuvent la mise en place d'une dictée quotidienne à l'école. Vous faisiez allusion aussi au dédoublement des classes de primaire. Ce genre de mesures, c'est coûteux, Marc Landret, pour l'éducation nationale. Est-ce qu'on peut les multiplier comme ça à l'infini ? Ça dépend toutes les questions. C'est bien d'avoir des objectifs, encore faut-il en donner les moyens. Ça dépend des moyens qu'on se donne pour remplir ces objectifs. Voilà, dit autrement, oui, c'est coûteux, ça coûte plusieurs dizaines de millions d'euros. Il faut avoir les locaux pour pouvoir faire diviser par deux. Il faut avoir les profs. Alors même si après il y a des redistributions d'un niveau à l'autre, mais il n'empêche que c'est pas démultipliable à l'infini. Et même si on commence par les CP, l'année prochaine ce sera aussi les CE1 parce qu'il faut suivre une cohorte tout au long Mais on continue pour les CP. Mais on continue pour les CP, donc c'est-à-dire qu'on multiplie par deux en vérité. Donc oui, mais ça dépend des moyens qu'on se fixe. Pour l'instant, il y a un budget de l'éducation nationale qui est en augmentation, qui est prévu en augmentation, plutôt significativement. Mais ce n'est pas les seules priorités de l'éducation que s'est fixé Emmanuel Macron. Donc il va falloir faire des choix. Alors c'est une autre question, assez polémique elle aussi. La guerre des crèches est-elle relancée? En principe interdite crèche dans sa région Auvergne-Rhône-Alpes par le tribunal administratif. Laurent Wauquiez a décidé d'y installer des santons. Des santons laïques, pas vraiment, puisqu'il s'agit d'une scène de la nativité notamment. Est-ce une façon de contourner la décision du Conseil d'État qui a jugé que les crèches n'ont pas leur place dans les bâtiments publics au nom du principe de neutralité? Sans doute, mais Laurent Wauquiez, très probable futur président des Républicains, parle lui de valorisation des savoir-faire artisanaux. Son principal soutien, Virginie Calmels, était l'invitée de RTL ce matin. Vous allez le voir, elle est plus cash. On l'écoute. Laurent Wauquiez a décidé cette grande exposition culturelle pour faire découvrir l'artisanat local de sa région. C'est de l'art, c'est au nom de la politique artistique que le président de la région installe des santons. Vraiment. C'est aussi parce que au nom d'une tradition. Non mais on va arrêter de s'excuser d'avoir des racines judéo-chrétiennes dans ce pays. Moi, je suis frappée de voir qu'on nous ferait croire que la laïcité serait en danger parce qu'il y a une croix sur une statue de Jean-Paul II ou parce qu'il y a des crèches dans des mairies ou dans des conseils régionaux. Alors, tradition, provocation, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous prononcer via Twitter, le Figaro Live ou hashtag point de vue. Sur cette question, Yvan Rioufol, Laurent Wauquiez, il doit respecter la loi? Tout le monde doit respecter la loi, mais est-ce que la loi est bien interprétée ou pas? En effet, moi je suis de ceux qui pensent que, naturellement, la laïcité est un marqueur qui doit être respecté, mais est-ce que la laïcité a à s'intéresser en effet à une marque culturelle? Parce qu'on peut considérer bien sûr que la crèche aujourd'hui est devenue une marque culturelle, et dans le fond le raisonnement de Mme Calmels se tient. Ce n'est pas un petit enfant dans ses langes qui va mettre en péril la laïcité française. Il voit bien qu'il y a là une incohérence, et de faire ce relativisme que j'entends maintenant de dire oui, mais si vous autorisez les crèches, il faut autoriser le voile, il faut autoriser les prières dans la rue, etc. On voit bien que le raisonnement est faussé dès le départ, car d'un autre côté, vous avez effectivement des prières dans la rue, pour reprendre cet exemple-là, qui sont vraiment des affirmations politiques, religieuses, d'une identité, d'une visibilité dans l'espace public. Et de l'autre côté, vous avez l'affirmation d'une tradition
qui se réveille. En effet, il y a, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, il y a derrière ces initiatives une manière de vouloir rappeler qui nous sommes, mais je pense que cette manière de vouloir rappeler notre identité n'est pas fondamentalement hostile à la laïcité, d'autant que des racines chrétiennes ont fourni le socle de la laïcité. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et donc, moi, je suis de ceux, depuis toujours, qui pensent qu'il aurait été préférable, en 2004, d'inscrire les racines chrétiennes de l'Europe dans la Constitution européenne. Cette Constitution qui a d'ailleurs été refusée par une partie des Français. On peut s'imaginer que peut-être que cette lacune en était une des raisons. On ne peut pas tout mettre sur le même plan, Jean-Marc Four, comme le dit Yvan Rioufol, les prières de rue les santons. Je trouve ça terriblement français. Voilà, je trouve que les heures et les heures et les heures à s'empailler, il n'y a pas de jeu de mots par rapport à la paille de la crèche, sur ces sujets de laïcité me semblent terriblement français. Enfin, pardon, j'ai envie de dire, on n'a pas mieux à faire. Voilà ce que je... Voilà. Non, mais vous voyez, on voit bien que la laïcité aujourd'hui est prise en otage par des groupes communautaires. Il s'agit de savoir comment on l'interprète. Moi, je vous invite simplement à réfléchir à cela, parce que je m'intéresse à ce sujet, de savoir pourquoi les mouvements islamistes se réclament aujourd'hui de la laïcité, alors que la laïcité est en contradiction totale avec ce qu'ils défendent. Et donc, ils y trouvent leur compte, dans une interprétation ouverte. Frédéric Sinclair, c'est de la laïcité ou pas On a un problème avec la laïcité. Déjà, on la connaît mal. On croit que la laïcité, c'est la loi de 1905. Le mot laïcité dans la loi de 1905 n'apparaît pas. Il apparaît une fois dans la préambule de la Constitution, enfin, l'article 1er de la Constitution, basta, il n'y a pas de définition, on n'a rien. Ensuite, la laïcité, c'est quoi? C'est un retour sur le concordat. C'est-à-dire, globalement, on met fin au concordat par cette loi de 1905, c'est-à-dire par l'affirmation d'un principe laïque. Globalement, on essaye de trancher la question, la séparation entre l'État et la religion, entre le politique et le religieux. Là, on est sur une autre question qu'a très bien décrite Yvan Rioufol. On est sur la dimension culturelle. C'est-à-dire on a besoin de quelque chose qui trace une ligne entre le culturel et le cultuel, entre le religieux et la culture. C'est effectivement très français, et c'est ce qu'on disait de la Révolution française. C'était aussi un petit problème très français, sauf qu'on a été novateurs, je pense, comme Yvan Rioufol. On va pas comparer la Révolution française et la crèche de l'Envoqué. Non, pas la crèche, mais par contre, les questions qui émergent aujourd'hui autour de la question de l'islam, de l'islamisme, de l'islam culturel, de l'islam religieux, du christianisme avec un grand C qui est culturel et avec un petit C qui est religieux, ces questions-là sont fondamentales parce que les questions identitaires fleurissent tout autour de la planète. Oui. Il y a une résurgence à la fois islamique et chrétienne. Mais le sujet est politiquement instrumentalisé dans tous les sens. Oui, c'est-à-dire que je pense que quand Laurent Wauquiez fait une crèche de 14 mètres carrés, c'est-à-dire à peu près la taille de ce studio, là où il l'a fait, il sait pertinemment que ça va déclencher le moment que ça déclenche, que ça va aller devant le tribunal administratif, que le tribunal administratif va dire c'est pas possible, que le Conseil d'État derrière va dire c'est pas possible parce que c'est comme ça. Après, on pense ce qu'on veut de la loi, mais elle est ce qu'elle est. Il y a les élections à la présidence et donc derrière, d'ailleurs, sur suggestion du président PS du Conseil régional, vous me suivez, il fait une exposition de Santon. Parce que c'est ça qui s'est passé. C'est le président PS du Conseil régional qui, avant même que la crèche soit installée, lui avait dit mais il a qu'à faire une exposition de Santon. Non, mais vous voyez... à mon avis, vous ratez le sujet, parce que fondamentalement, il n'a pas d'autre moyen que de contraindre les pouvoirs publics à faire émerger cette question-là pour qu'on s'en empare et pour qu'on fasse évoluer. Instrumentalise dans tous les sens. Oui, mais la loi n'évolue jamais autrement qu'en la bousculant. Alors, pour le moment, notre question Twitter, la réponse entre tradition ou provocation, c'est à 54%. Nos internautes estiment que ce n'est pas une provocation. Mais le score est assez serré, on va dire. C'est peut-être pas une provocation, mais c'est de l'opportunisme politique. Pour bien connaître Laurent Wauquiez, c'est absolument pas surprenant ce qu'il a fait. Et effectivement, comme vous le disiez, il en est à 3 semaines de l'élection de la présidence des Républicains. Il est ultra favori. C'est une élection qui n'intéresse personne. Ça, c'est vrai. Personne. Je veux dire, je mets ma main à couper que les gens dans la rue sont capables. Même sur le taux de participation. Voilà, le nombre de participants à l'élection. Personne ne connaît les candidats, mis à part Laurent Wauquiez. Et encore, donc c'est une manière habile, intelligente, comme il est, et c'est probablement l'un des politiques qui a le plus beau CV de la République, de faire parler de lui, de faire parler de cette idée, de faire une idée clivante, pas dans son camp, mais qui est clivante par rapport à Macron, puisque c'est l'ennemi qu'il s'est identifié par rapport à la présidentielle de 2022. Donc voilà, pour moi, c'est plus de l'opportunisme politique qu'un débat idéologique sur la place de la laïcité dans la République ou pas. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué que ça. Cela répond quand même aussi à une irritation de l'opinion que l'on voit poindre et qui a été décrite, c'est-à-dire cette montée de la question identitaire, avec la croix, etc., avec cette irritation face au laxisme de l'État devant la montée en puissance d'un
islam politique qui affirme sa visibilité dans l'espace public à travers les voiles, les prières, les mosquées cathédrales, etc. On voit bien que l'opinion commence à se dire qu'il y a tout de même un 2 poids 2 mesures et que ce serait quand même la moindre des choses que la France, qui a 1500 ans d'histoire chrétienne si on remonte à Clovis, que la France serait quand même en droit de rappeler qui elle est. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est un vrai débat. Et contrairement à vous, je pense que c'est un vrai débat de fond qui va poindre et qui s'installe vraiment. Pas par une crèche avec des non, mais on est là, on est dans les symptômes. On est dans l'anecdote, on est d'accord. Voilà. Mais enfin, ça passe par l'anecdote aussi. La lutte contre l'islam politique passe pas nécessairement par l'installation de crèches. Bizarrement, non, mais la lutte, elle passe par ce biais-là maintenant. C'est par ce biais-là qu'en effet, c'est par le biais de la laïcité que l'on distingue aujourd'hui, qu'on commence à évoquer l'islam politique. Est-ce que Laurent Wauquiez a voulu faire émerger un vrai débat? Jean-Baptiste Émergent, vous nous avez rejoint, merci. Bonjour, et vous allez nous dire effectivement ce qu'en pensent la plupart des internautes. Vrai débat ou instrumentalisation? Disons que ça a généré un vrai débat. Effectivement, il y a opposition de blocs. Au moins cette image-là. Exactement, opposition d'internautes, ceux qui disent que c'est bien et soutiennent le président de région, et aussi ceux qui se moquent, pas spécialement qui sont contre, mais qui se moquent. Alors j'ai d'abord un petit peu regardé ceux qui sont plutôt positifs. Alors, il y a l'exemple d'Arnold qui lui politise carrément en voyant que c'est les partis de gauche qui sont contre Wauquiez qui lui représentent les partis de droite. D'un autre côté, Stéphane lui félicite carrément Stéphane Wauquiez. Plix va carrément voter pour Laurent Wauquiez grâce à cette initiative. Pour lui, c'est du courage. Guillaume, il va avec un petit peu plus de rire jaune. Disons, Guillaume, lui, il propose carrément qu'il faut ouvrir une boutique éphémère pour vendre les santons et ainsi renflouer les caisses de la région. Mais il le dit avec un vrai sérieux. Je n'ai pas l'impression qu'il dit ça en rigolant, mais je ne sais pas. Peut-être que Guillaume viendra nous expliquer un peu plus son état d'esprit. Des santons, justement, dont l'origine est surtout provençale, mais qui arrivent à l'hôtel qui est situé à Lyon. Donc, nous avons Abdel qui dit mort de rire. Donc, MDR, c'est sur les santons de Provence, dont sont une spécialité lyonnaise. Alors là, naturellement, il rigole. Donc, j'ai un petit peu fait... je suis parti à la recherche des origines des santons. Des santons, et vous allez nous instruire, Jean-Baptiste. Oui, alors, en tout cas, moi, je me suis instruit, mais vous, Marie-Amélie, vous saviez déjà que santon venait de Santoun. Santoun, en provençal. Et donc, il y a plusieurs versions qui circulent sur le web. Une des versions, en tout cas, est que ça remonte à la Révolution française. On parlait de la Révolution française tout à l'heure. Les églises avaient été fermées, mais il fallait que les gens aillent célébrer la messe de minuit. Et donc, ils avaient amené les statues, les saints, chez eux. Parce que Santoun, donc saint en provençal, veut dire petit saint. Donc, ils ont ramené les petits saints chez eux. Or, la Provence dépend du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est dirigé par le très républicain Renaud Muselier et non Laurent Wauquiez. Mais qui, à ma connaissance, n'a jamais eu l'intention d'installer On ne sait pas encore. Certains internautes au Conseil régional. Prennent l'exemple de Robert Ménard, beaucoup de Robert Ménard, parce que lui, il a mis sa crèche, il a maintenu sa crèche contre le Conseil d'État, et d'ailleurs, il le montre bien sur Twitter. Déjà, un monde fou pour voir la crèche de Béziers, impressionnant, se félicite-t-il. Et enfin, avec un peu plus de légèreté, Juliane, lui, prend carrément Laurent Wauquiez pour un artiste, en mettant « ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas une crèche ». C'est vrai qu'une exposition de santons, ça a un certain côté surréaliste. Alors, je voudrais... Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Mais de rien, merci aux internautes. Pour nous avoir ainsi rappelé les origines des santons. Je voudrais juste appeler un autre élément à votre réflexion. Il y a eu cette information sur un magasin, une épicerie à Colombes, laquelle épicerie vend des produits strictement halal, et elle a été condamnée par le tribunal de grande instance. C'est l'office HLM qui loue les locaux à l'épicerie en question et qui a dit non, vous ne pouvez pas vendre que des produits halal et pas de vin, enfin pas d'alcool ni de porc. Donc là, 2 poids 2 mesures, Yvan ? Je pense qu'il faut lutter contre le communautarisme et contre ce séparatisme-là des communautés qui commence à poindre, qui peut poindre à travers ces magasins qui excluent par définition ceux qui ne veulent pas manger halal ou qui veulent acheter du vin ou je ne sais pas. C'est le raisonnement suivi par le tribunal. Donc il faudrait qu'il y ait au moins une diversité dans ces magasins-là. Donc non, c'est pas 2 poids 2 mesures. Je ne vois pas pourquoi vous mettriez en comparaison et les crèches et ça. C'est un relativisme qui n'aide pas du tout à comprendre les situations. Non, mais je pense qu'en effet, de toute façon, ce n'est pas la peine de se cacher à son petit doigt. C'est vrai que la société se fracture de plus en plus, s'oppose de plus en plus, se communautarise de plus en plus. Il faut éviter naturellement cette dérive-là. Mais je pense que pour l'éviter, il faudrait au moins que la société française s'affirme dans ce qu'elle est. Sinon, effectivement, elle va pousser à chaque fois les minorités à se croire permises de prendre le pas sur le bien commun, si je puis dire. Enfin, La croix du Christ de Ploërmel en Bretagne qui surmonte la statue de Jean-Paul II, elle doit déménager, Jean-Marc Four ? Oui. Moi, encore une fois, il y a des décisions de justice, que voulez-vous que je vous dise les tribunaux sont là pour faire appliquer la loi, qui est votée par... Oui, voilà, etc. Voilà.
Et là, effectivement, ça remonte à la séparation de l'Église et de l'État et le fait qu'on n'a plus, depuis 1905, la possibilité de construire sur l'espace public. Mais encore une fois, je redis ce que j'ai dit au début, je n'ai pas fondamentalement changé d'avis. Je trouve qu'on consomme beaucoup d'encre et d'énergie sur ces sujets-là et que je suis sûr que ça soit si pertinent. On sent bien la nécessité de réfléchir sur la loi. C'est bien ça. On ne peut pas contester la décision de justice, elle se fonde sur la loi. La question, c'est la loi. Il y a toujours une part d'interprétation, le Conseil d'État, quand il a parlé de crèche. Dans cette décision, une sorte d'incongruité, à voir que le Conseil d'État autorise malgré tout la statue de Jean-Paul II, qui est quand même un acte religieux, mais qui lui interdit de porter son symbole, qui est quand même le symbole qui représente Jean-Paul II. Donc ça ne veut pas dire, c'est incohérent, ça ne veut rien dire. Non, mais pour le coup, la loi de 1905 dit clairement que les croix doivent être supprimées. Alors là, on a un problème. Oui, c'est vrai que littéralement, en effet, le Conseil d'État a fait une lecture littérale. Simplement, il aurait pu faire une interprétation de la loi, ce qui est autorisé aussi par le Conseil d'État. Et donc là, ça donne une imbécilité, quoi. On va faire plaisir à Jean-Marc Four et passer à un autre sujet qui est assez lourd aussi, celui de la scierie et des activités de Lafarge, le cimentier. Il est entré ce dossier dans une phase judiciaire avec la mise en examen de 3 cadres pour financement du terrorisme. Le scandale, s'il y en a un, c'est que Lafarge a continué à exploiter sa cimenterie dans le nord de la Syrie entre 2012 et 2014 en pleine guerre civile. Et surtout, le groupe aurait versé entre 80 et 100 000 $ par mois au groupe terroriste qui contrôlait la zone, d'abord Al-Qaïda, puis ensuite l'État islamique. Alors, c'est un sujet qui devrait vous faire réagir, vous, internautes. Lafarge en Syrie, pouvait-on ne pas savoir? Je vous rappelle Twitter, le hashtag Figaro Live, hashtag point de vue. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette question. Marc, comment un groupe comme Lafarge, qui n'est pas une obscure petite PME, peut-il agir ainsi? Je trouve que la vraie question, c'est pourquoi on s'étonne qu'ils aient agi ainsi. C'est le seul groupe dans la région qui a continué à prospérer, à faire du business sous domination de Daesh, qui jusqu'à preuve du contraire, n'était pas vraiment un groupe porté vers le multiculturalisme et qui avait besoin. Voilà, donc franchement, tous les autres groupes se sont arrêtés. Lafarge a continué à faire du business dans la région. C'est forcément qu'il se passait quelque chose. Il y avait mais justement, à l'évidence un deal avec Daesh qui la permettait. Pourquoi personne ne s'en est étonné Parce qu'il n'y a pas grand monde qui est allé dans la zone à l'époque. Et qu'aujourd'hui, c'est sorti et qu'effectivement, on s'offusque du fait qu'ils aient pu faire ces affaires-là avec Daesh. Mais je crois, le vrai problème, il est pourquoi ils ont décidé de rester. Et à partir du moment où ils ont décidé de rester, ils étaient obligés de se faire à la loi de Daesh sur place. Et c'est ça qui est choquant. C'était pas confidentiel. Non, ce n'était pas confidentiel, mais encore fallait-il aller sur place et savoir ce qui s'y passait. Je veux dire, franchement, il n'y a pas grand monde. C'est quand même une zone qui, peut-être pas tous spécialistes du sujet, mais grouille un peu de services spéciaux, et Lafarge, personne n'a vu ce qui s'y passait. Si, mais le temps que ça remonte, et le temps que ça sorte, et le temps que la justice s'y intéresse, parce qu'il y a le temps de l'enquête, et puis il y a le temps de la justice, il y a le temps des remontées d'informations des services généraux ou des militaires sur place, et après il y a le temps que la justice... Total, par exemple, avait quitté la zone, parmi les grands groupes qui officient en Syrie. Voilà, personne ne s'étonnait que Lafarge... Enfin, Jean-Marc, votre avis là-dessus? Sur France Inter, on a consacré une grande enquête à Lafarge qu'on a diffusée il y a un mois, à Lafarge en Syrie, et particulièrement sur cette cimenterie qui est située dans la zone de Raqqa. Donc on est vraiment en plein dedans. Dans le plein territoire de Daesh. On est en plein dedans. Est-il seulement envisageable, un seul instant, qu'une entreprise de la taille de Lafarge, c'est le leader mondial du secteur, puisse maintenir cette cimenterie dans des conditions dont on ne sache au niveau des pouvoirs publics qu'il y a quelque chose qui relève du bac-chiche, j'allais dire, pas seulement avec le groupe État islamique, mais un peu avec tout le monde. Enfin, poser la question, à mon avis, c'est y répondre. Et si on va, mais on peut inverser le sujet. Pardon d'être totalement cynique, je vais être totalement cynique. Je préviens d'avance. Autant que je puisse le savoir, le responsable de la sécurité du groupe Lafarge est quelqu'un qui connaît très bien les services français. C'est quelqu'un qui a travaillé dans les forces spéciales, qui a travaillé dans les commandos, donc on est en droit de penser que l'univers des services n'est pas un univers étranger. On peut donc inverser le sujet. C'est une hypothèse, mais elle n'est quand même pas totalement farfelue. C'est que c'était aussi un moyen d'avoir une implantation sur zone pour les services, pour surveiller les activités des groupes terroristes. Là, vous renversez la perspective. Alors évidemment, c'est complètement cynique parce que le revers, si je puis dire, de cette hypothèse, c'est que malgré tout, vous financiez de facto le terrorisme, avec les conséquences que l'on sait. Donc c'est extrêmement troublant. Mais c'est quand même pas une hypothèse totalement absurde, vu ce qu'est Lafarge. C'est pas une PME dans un coin qui fait son truc par en dessous. Yvan Rioufol, on a fait trinquer les lampistes.
pistes là. Je peux être encore un peu plus cynique que vous et rappeler tout de même, et nous rappeler quelle était la position très ambiguë de la diplomatie française à un moment donné, qui s'alliait non pas avec Daesh, mais qui s'alliait avec Al-Nosra, qui notamment était un autre groupe terroriste, qui, au prétexte de vouloir faire la guerre à Bachad, menait une guerre sainte, si je puis dire, et donc avec des intérêts communs à Daesh. Donc moi, je ne connais pas le dossier. Il est naturellement scandaleux si vraiment, en toute connaissance de cause, Lafarge a payé un tribut à Daesh afin de vendre son pétrole, mais peut-être y a-t-il en effet une sorte de la part des autorités françaises, non, sinon de connivence, ou en tout cas de flou artistique qui permettait de ne pas trop comprendre quelle était la politique française. En tout cas, moi, je ne l'avais pas compris à l'époque. C'est en tout cas l'avis de nos internautes qui répondent pour le moment à 80% non, on ne pouvait pas ne pas savoir. C'est aussi votre avis, Frédéric Sinclair? Oui, alors on va concourir ce soir pour le poste du plus cynique. Je pense que j'ai des chances d'emporter la palme. Je me lance. Le capitalisme international ne peut pas fonctionner autrement qu'en calculant du risque pays, c'est-à-dire en se fichant finalement un peu de savoir qui est le gentil, qui est le méchant. Il y a une amoralité dans le capitalisme intrinsèque. On est là pour survivre économiquement et donc pour développer un business. Il y a un risque pays, c'est-à-dire qu'il y a pour notre économie une déstabilisation potentielle à cause d'événements politiques et violents. Et donc il faut du bakshish. Ok, jusqu'à là, tout va bien. On finance aujourd'hui Daesh, hier des Moudjahidines. Ok, moralement, ça change de camp, on passe du camp du bien au camp du mal. Ok, au niveau du business et de la procédure, c'est la même. Donc moi, je ne vois pas du tout jusqu'à là qu'est-ce qui coince. Ensuite, il y a au niveau comptable, comment est-ce qu'on masque la chose. Donc après, on peut s'insurger sur les éléments comptables et les faux documents qui ont été fournis pour cacher. Bon. Mais fondamentalement, le cœur du problème, c'est quoi? On a besoin de faire tourner une entreprise et de rester le leader mondial. Et donc, on veut maintenir ouvert parce que le risque pays n'est pas suffisamment grand pour qu'on ferme. Élément supplémentaire, Marc Landré, il y avait la fusion peu avant, je ne sais plus les dates exactement, entre Lafarge et Holcim. Est-ce que ça a pu entrer en ligne de compte? Non, mais ça rentre en ligne de compte aujourd'hui, puisque aujourd'hui les dirigeants du groupe viennent d'Holcim, qui se retrouvent avec une casserole de Lafarge. Le ménage a été fait, il va continuer à l'être encore. Dans le cynisme, on ne peut pas imaginer que certains chez Holcim ont laissé Lafarge se planter tout seul en Syrie. Au niveau de ceux qui ont pris ces décisions-là sur le terrain, ils n'étaient pas suffisamment connectés ou suffisamment influents ou importants pour influer sur les décisions de négociation de la fusion avec Holcim. Ou alors je peux être totalement béat ou très bête, mais j'y crois pas. Je pense que c'est une... Vous savez, moi j'étais surpris par ce que disait Emmanuel Macron quand il est allé en Afrique. On va me dire, tu ramènes tout à Macron peut-être, mais Macron disait, j'ai pas à juger la démocratie dans les pays dans lesquels je vais. Ils ne raisonnent pas la même façon que moi, ils ne fonctionnent pas la même façon que moi. On peut faire un parallèle, je veux dire, ce qui se passe, que ce soit Daesh ou des Moudjahidines, ce qui se passe localement avec les coutumes, les rites, le business local, à un moment donné, correspond à un état des lieux territorial, local. Nous, on le regarde depuis la France, avec notre culture, et sachant ce qui s'est passé par la suite, notamment les attentats de 2015. Je veux dire, donc on a un regard. Il n'y aurait pas eu d'attentats de 2015, peut-être qu'on n'aurait pas le même regard porté sur ce qui s'est passé à cette époque-là. C'est une hypocrisie. On dit on finance le terrorisme. Littéralement parlant, c'est la qualification. C'est pas vrai. Il n'y a jamais quelqu'un de Lafarge qui s'est dit tiens, allons filer du pognon à Daesh pour qu'ils viennent envoyer des bombes en France. Et pour partir du tableau, vous savez qui figure au capital de cette cimenterie? Assad. La famille Assad figure dans les personnes qui détiennent une partie du capital de cette cimenterie en zone État islamique. Voilà, vous avez une idée de c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de ce paysage où, parfois, les intérêts financiers, économiques, le calcul sur le coup d'après, il faudra reconstruire, machin, il faut mettre des billes là, des billes là, des billes à gauche, des billes à droite, etc. Voilà, c'est ça. Un dernier mot, l'image de Lafarge, elle en prend un coup? Mauvaise. Et d'ailleurs, le nouveau patron le reconnaît. En termes de crédibilité, ça fragilise énormément, et ça fragilise d'autant plus les cadres venant de Lafarge, puisque, à défaut d'avoir une responsabilité pénale, tous, ils ont au moins une responsabilité morale. Indéniable. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre. On se retrouve demain pour un nouveau point de vue, et ne manquez pas Le Figaro avec 11 pages spéciales sur Jean d'Ormesson. 11 pages spéciales avec une manchette, ça s'appelle « Au revoir et merci », avec une très belle photo de l'écrivain. Merci à tous de nous avoir suivis.